taper votre question dans la boîte de discussion. Je ferai de mon mieux pour le dire. My accent is terrible, so I apologize. Désolée, mon accent français est vraiment terrible. Je suis tout à fait désolée. Alors, sans plus tarder, je suis très heureuse de pouvoir céder la parole au docteur. À vous la parole, monsieur Dr. Berg. Merci beaucoup, Kimberly, pour m'avoir invité. Et merci à Claire et à d'autres de m'avoir invité à CanCovid pour que je puisse connaître les efforts de recherche sur la COVID qui existent au Canada. On m'a demandé de m'occuper du canal qui s'appelle la diagnostic. Alors, ici, ça nous rappelle que nous habitons tous l'époque Zoom. Parfois, c'est difficile de lancer les choses. Parfois, les gens ne se présentent pas. Parfois, ils arrivent d'un petit peu partout. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir vraiment interagir avec vous. Je remarque aussi que dans ce dernier souper refait, il y a aussi une petite bouteille de Purell et on va voir si les apôtres vont commencer à porter des masques au cours des semaines à venir. Ça va être la prochaine défi avec la réouverture de nos collectivités. Donc, alors voici ce que je vous vends et si ça vaut la peine de ça. Écoutez, je ne suis pas virologue, je travaille sur la tuberculose. Je suis financée par le gouvernement du Canada pour faire la recherche sur la tuberculose, mais parce que je travaille sur la tuberculose depuis 20 ans, je suis responsable de la plateforme de confinement de niveau 3 de l'Institut de recherche du Centre universitaire de la santé McGill et maintenant un laboratoire approuvé pour la COVID-19, approuvé par le gouvernement fédéral. Comme je dis aux chercheurs, moi, je suis responsable de préparer le terrain pour que les autres puissent faire le travail sur la COVID. Je n'ai aucun produit commercial qui touche la COVID et moi, je ne suis pas du tout prête à faire des recommandations cliniques avec tous les médecins qui sont en train de m'écouter. Donc, on va commencer par le suivant. Les chercheurs veulent contribuer à la recherche. Mais moi, j'ai quelques questions ici et je n'ai pas la réponse. Et j'espère que pendant la période de questions et réponses, on pourra mieux se comprendre. Donc, point de vue conceptuel, ce que j'ai fait, lorsqu'on m'a demandé de modérer le canal sur la diagnostic, je l'ai divisé en deux. Premièrement, détection des virus et ensuite détection d'une réponse immunitaire au virus. Donc, pourquoi veut-on détecter le virus? Quand veut-on détecter le virus? Où veut-on le détecter? Et comment le détecter? Alors, à mon avis, ce sont les questions de recherche principales. On n'a pas besoin de savoir qui, mais toutes les autres questions, le quoi, quand, comment, et etc., ça c'est important. Pour réponse immunitaire, on a le pourquoi, le quand et comment. Je ne sais pas s'il y a un où, on verra. Si ça nous intéresse de savoir où est-ce qu'on va le détecter. Alors, pourquoi veut-on le détecter? Donc, le virus, c'est le SRAS-CoV-2. Moi, je suis microbiologue, responsable de mon laboratoire ici, et je vous assure que notre laboratoire a deux choses à offrir en termes conceptuels. On avait des tests cliniques et des tests épidémiologiques. Et qu'est-ce que je veux dire par test clinique? Un test clinique, l'exemple, c'est on fait une prise de sang et on vérifie les bactéries dans le sang parce que ça nous permet de diagnostiquer si oui ou non vous êtes affecté par une bactérie. On peut tester si la bactérie est sensible à un certain antibiotique ou pas et si on peut tuer la bactérie au laboratoire. Si c'est le cas, on peut ensuite le tuer dans votre corps et voilà la gestion clinique d'une bactérie. On offre aussi ce que j'appelle des examens épidémiologiques. Donc, on fait on teste des gens arrivés chez nous pour le SARM. Et lorsque vous arrivez dans mon hôpital, on fait un prélèvement dans le nez, on l'envoie au laboratoire pour savoir si vous avez le SARM. Ça ne fait rien. Ça ne me touche pas comme médecin, mais n'empêche que ça affecte le protocole que j'utilise pour me laver, etc. Mais ça ne change rien pour la gestion de vous et votre corps. C'est simplement un examen épidémiologique. Ensuite, on fait des tests pour vérifier la tuberculose. Et ça, c'est utile pour les deux. Si vous avez le
Mycobacterium tuberculose dans votre salive. Je peux vous donner des médicaments pour vous améliorer, mais c'est aussi utile côté épidémiologique parce que vous avez une maladie transmissible et il faut qu'on fasse un rapport aux autorités publiques pour faire le suivi de vos contacts. Et donc, voilà pour les deux tests. Donc, lorsqu'on cherche le SRAS-CoV-2, à mon avis, c'est plus un test épidémiologique plutôt que clinique. Pourquoi est-ce que je le dis? Ben, écoutez, chez nous, moi, j'ai les lignes directrices pour la gestion de ça. Et nos lignes directrices nous disent que si vous êtes un patient qui n'a pas besoin d'être admis à l'hôpital et on détecte le SRAS-CoV-2, on conseille l'acétaminophène. Et si vous êtes un patient, on recommande la même chose plus une étude. Donc, il n'y a pas beaucoup de conseils cliniques parce qu'on n'a pas de traitement contre le SRAS-CoV-2. Donc, il n'y a pas vraiment un bon test clinique. Cependant, il y a un bon examen épidémiologique parce qu'on veut savoir qui transmet ça dans la collectivité et comment limiter l'éclosion. Donc, nous, ce qui nous intéresse plus, c'est les études épidémiologiques. Et ça, c'est important parce que les gens qui écrivent les lignes directrices sont des cliniciens. Ils sont peut-être à la recherche de tests cliniques, mais en fait, c'est la santé publique qui doit gérer les laboratoires. Donc, quand est-ce qu'on le cherche? Donc, on peut chercher le virus dans les gens qui sont asymptomatiques ou on peut aussi essayer de détecter le virus dans les gens qui sont symptomatiques. Façon très facile de diviser le monde. Chez les gens asymptomatiques, il y a beaucoup de ces gens-là. En général, ils sont en bonne santé, donc ça va coûter plus cher pour tester tous ces gens qui sont asymptomatiques. Parce que la majorité de ces gens-là n'ont pas le SRAS-CoV-2. Donc, la probabilité avant le test va être faible. Et si jamais vous faites le test chez les gens qui sont à risque, qui risquent de ne pas l'avoir, on a plus de risques d'avoir de faux résultats positifs ou négatifs. Parce que même si le test est hyper spécifique et on teste 100 000 personnes qui l'ont pas, de temps en temps, on aura quand même un faux résultat positif. Mais on a quand même l'occasion de vérifier la transmission avant que les gens aient des symptômes. Cependant, si on teste les gens qui sont symptomatiques, on va tester moins de gens, donc ça coûte moins cher. La probabilité avant le test est plus élevée et le virus. Le test a plus de chances d'être juste et on a un test qui est fiable, mais peut-être c'est trop tard parce que lorsqu'on teste quelqu'un qui montre les symptômes, elle transmet quand même depuis quelques jours, elle arrive à l'hôpital et il se peut qu'elle ait transmis des virus aux membres de leur famille, leurs collègues, à d'autres patients, etc. Donc tout d'un coup, on détecte des choses 5 jours trop tard. Donc le quand, ça c'est quand même important. Alors où? Alors, on nous dit très souvent qu'il s'agit d'une maladie respiratoire, que c'est dans les yeux, le nez, les poumons, ça cause une pneumonie, mais à cause de ça, on teste des échantillons respiratoires. Il y en a toutes sortes de débats sur s'il faut se servir des échantillons nasales ou la salive ou un lavage des poumons. Est-ce qu'il s'agit de gouttelettes ou est-ce que c'est transmis par aérosol? Et si c'est l'aérosol, est-ce qu'il faut tester les systèmes atriales de nos hôpitaux? Donc, si on pense que c'est une maladie respiratoire, c'est tout ce qu'on va tester. Mais maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont la diarrhée. Et donc, si on ne vérifie pas les symptômes gastro-intestinaux, on n'apprendra rien. Donc, est-ce qu'on fait assez d'échantillonnage de sel? Est-ce qu'il faut aussi tester les égouts et les eaux usées? Et si on ne regarde pas les sels et les eaux usées, est-ce qu'on va pouvoir détecter la transmission non respiratoire? Ensuite, beaucoup de la détection dépend des PCR parce que tout le monde le fait, mais on ne sait pas quel est le niveau de sensibilité parce que c'est quand même une tautologie. On ne peut pas prouver que la meilleure chose que vous faites. Donc, est-ce que on ne connaît pas la sensibilité? On connaît des gens qui étaient négatifs un jour, mais le lendemain, ils testent positifs. Ensuite, le problème avec le PCR, c'est qu'on n'a pas assez de réactifs. Sur le canal, les gens parlent d'avoir plus de labos et plus de réactifs.
Mais tout d'un coup, ça, on en parle maintenant sur le canal de l'utilisation des soins de santé. Mais est-ce que peut-être il faut tester d'autres façons, se servir d'autres façons de tester? Est-ce qu'il faut se servir des cultures ou de CRISPR qui a été approuvé hier? Est-ce que, supposons que par exemple, j'ai un test où je peux tester 1000 personnes par jour et peut-être demain on peut le faire jusqu'à 10 000 personnes. Mais des fois, on ne va pas aller plus loin. Enfin, en fait, décentraliser les essais. Peut-être devrait-on regarder des tests qu'on puisse administrer 15 minutes avant de monter à bord d'un avion. La question, ce n'est pas d'en faire 10 000. La question, c'est de le faire au moment de passer par la sécurité. Et comment trouver la meilleure façon de tester au Nunavut et au Nunavik. On ne veut pas 10 000 tests par jour là, mais on veut s'assurer que les machines soient près des personnes pour qu'on n'ait pas une période d'attente de 7 à 10 jours en attendant la livraison. Et quand on trouve ces nouvelles façons de faire la détection, il faut trouver aussi les meilleures façons de valider les tests. Et la validation semble simple. On peut dire, voilà, j'ai 1 million de virus, 100 000, 10 000, et je peux les détecter dans une certaine quantité, ça va, mais c'est une chose d'avoir un test un test à l'épreuve des peurs de santé, et il faut que ça fonctionne de bout à l'autre du pays, il faut que ça passe du début à la fin du processus. Si on ne fait que valider une seule machine, on va avoir des problèmes dans tous les prélèvements eux-mêmes ont été contaminés. On ne veut pas mettre des prélèvements, des cotons contaminés dans le nez des patients. Alors, tout est important quand on fait venir une nouvelle. Alors, où en sommes-nous avec la détection virale du COVID? On commence d'abord par la détection, thème diagnostic et détection virale. On a 194 membres, 92 affichages. Alors, on a 2 membres par poste. Et je pense que maintenant, ça nous a mené au thème diagnostic des détection virale égaux, et ça a été très important. Il y a eu 2 postes par membre, et il y a un groupe qui est animé par Dominique Frigon de McGill, qui prépare des propositions pour regarder les eaux usées à Montréal, sur la rive sud à Montréal et à Ottawa. Et je suis très heureux de voir qu'un groupe d'enquêteurs s'est centré sur une question et ont créé leur propre canal de diffusion. Alors, si on cherche le virus, une chose qu'on peut, sur laquelle il faut se tourner, c'est la réponse. Et on peut se demander pourquoi fais-je tout ça? Et j'aime bien diviser le monde entre ces différentes tables des tables de 2 par 2, 2 par 3. Et on peut avoir des tests cliniques. Quelqu'un pourrait vouloir savoir, suis-je immunisé? C'est un résultat qui serait dans mon dossier. Ça serait un résultat clinique qui serait inclus dans mon dossier clinique. Et les gens peuvent voir ça comme étant un passeport immunitaire qui me permettrait de retourner au travail. Peut-être que ça me permettrait de donner du plasma, que ça pourrait aider à quelqu'un qui arrive aux soins d'urgence, si mes antivirus peuvent l'aider. Mais là, ça serait au niveau très individuel où on peut voir si la réponse immunitaire est au niveau de la population. On veut savoir combien de personnes ont été infectées. Est-ce que c'est 1%, 3%, 5%? Quel est le taux d'infection par groupe d'âge? Quelque chose qui a été publié en Suisse récemment, ou par lieu, les différentes parties du pays. Nous croyons tous intuitivement que si on fait un sorosondage de bout à l'autre du Canada en ce moment, Montréal devrait avoir une sauroprévalence plus élevée qu'à Vancouver. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ce serait utile de le faire? Et au niveau épidémiologique, on veut savoir aussi si on prend toutes les personnes qui ont des anticorps ou qui ont des preuves d'infection préalable, est-ce que ces gens sont moins malades? Est-ce que parce que c'est après tout la prémisse du vaccin, c'est l'exposition préalable qui aurait renforcé le système immunitaire pour que la prochaine fois, on se tire mieux d'affaire. Et si ce n'est pas le cas, certains des vaccins qu'on est en train de concevoir en fonction d'une exposition préalable aux antigènes pourraient ne pas fonctionner. Pour vous, c'est peut-être évident. Si vous avez été infecté par quelque chose, vous devriez en être protégé à l'avenir. Mais je peux vous dire, de mon expérience de la tuberculose, qu'on a pu prouver en Afrique du Sud et ailleurs, que les gens qui ont été diagnostiqués avec la tuberculose et qui en ont guéri et qui sont retournés à un contexte où il y avait une haute incidence de tuberculose, ils ont un taux de tuberculose plus élevé que les autres dans la communauté. Alors, pas toutes les infections vous protègent contre les problèmes ultérieurs.
Et c'est quelque chose qu'il faut régler, qu'il faut étudier dans le cadre de la COVID-19. Quand cherche-t-on une réponse immunitaire? Les gens disent, je veux avoir un test au point de santé pour voir si j'ai la COVID. Alors, ça serait, je voudrais aller à un point de service et voir si le patient tel a la COVID. Quelle serait la façon de déterminer si la personne est atteinte de la COVID? Est-ce que ce serait un test de salive qu'on peut acheter en pharmacie pour la sérologie du VIH? Est-ce que ça fonctionnerait et avec quelle vitesse pourrait-on avoir une réponse? Est-ce qu'on peut avoir une réponse en 15 minutes qui dit oui ou non, vous avez la COVID? Ou est-ce un test où on envisage qui serait fait après l'infection? Est-ce qu'on peut déterminer pourquoi j'ai été malade en mars? Et si oui, quelle est la période entre l'infection, le fait d'être contagieux, le fait d'être malade et le fait d'être immunopositif? Et voir pourquoi j'ai été malade il y a 3 jours. Est-ce que je peux chercher aujourd'hui à voir pourquoi j'ai été malade il y a 6 semaines? Il faut évidemment savoir il faut connaître la biologie de l'infection pour déterminer exactement quand ces systèmes de détection immunitaire peuvent fonctionner et comment. Enfin, je l'ai simplifié. S'il y a quelqu'un de l'industrie en ligne qui voudrait contester ce que je dis, je serais prêt à vous céder la parole. Mais pour simplifier un peu les questions conceptuelles qu'on se pose souvent dans les laboratoires universitaires et les questions d'ingénierie auxquelles l'industrie peut répondre davantage, les laboratoires universitaires doivent se demander s'il y a des défis conceptuels. Devrait-on chercher des anticorps ou devrait-on chercher l'immunité cellulaire? Si on cherche des anticorps, c'est un IgG, un IgA, un IgM, quelle est la meilleure protéine? Quelle est la meilleure solution qui nous permettrait d'étudier le mieux le processus? Et une fois qu'on sait exactement la réponse, on peut voir quelles sont les cohortes nécessaires pour identifier ces interactions. Bon nombre d'études sérologiques seront menées sur les personnes généralement en santé. Mais est-ce que ces tests vont fonctionner si on le fait auprès d'une cohorte de personnes qui vivent avec le VIH? Est-ce que ça va fonctionner si on regarde dans les résidences de personnes âgées où les patients ont entre 85 et 95 ans? Si la population cible sont les gens de 85 ans et plus, il faut voir si les tests fonctionnent pour ces personnes. Ça ne sert à rien de dire que le test a fonctionné auprès d'étudiants en santé. Si on en décide qu'on sait quel genre d'immunité on recherche comparativement à la protéine virale qu'on recherche, quels sont les défis d'ingénierie qui fonctionnent 100 fois, 1000 fois ou 10 000 fois et qui va donner les mêmes résultats de façon reproduisible? Et quelles cohortes sont nécessaires pour valider le mieux ces résultats? Est-ce qu'on peut dire ça a fonctionné sur 3 personnes sur 3, alors on peut aller auprès de la FDA? Ou est-ce qu'il faut que ça fonctionne avec 30 personnes sur 30 ou 99 personnes sur 100 avant d'aller voir Santé Canada ou la FDA? Je vois des gens sur Twitter dire on a de très bons résultats, mais quand on regarde les résultats, la sensibilité était 100% parce que ça a fonctionné avec 8 personnes sur 8. Est-ce qu'on est à l'aise de faire des sondages dans nos pays avec des tests qui ont fonctionné avec 8 personnes sur 8 ou est-ce qu'on préférait avoir 80 ou même 800 personnes? Et c'est ce que la communauté des questions qu'on doit se poser. Les canaux de réponse, j'aurais dû changer. Le titre n'est pas détection. On a 42 postes. On avait beaucoup de rumeurs jusqu'au 23 avril quand le Premier ministre a annoncé un nouvel appui pour la recherche médicale pour appuyer la création du groupe de travail sur l'immunité à la COVID-19. Le groupe de travail avait établi des priorités et contrôlé la coordination d'une série d'études sanguines pour déterminer la répartition du virus à la grandeur du pays. Depuis, en fait, on entend beaucoup parler de ce canal. Soit que ça veut dire qu'il y a un autre groupe de personnes qui font ce que nous faisons, ou bien c'est une possibilité pour nous d'aller chercher de l'information sur ce qu'on fait. Voilà les questions que nous avons posées. Voilà les questions qui, pour nous, sont pertinentes. Voilà l'occasion pour nous de partager ces questions avec vous. Alors, je demande aux gens, je pense que j'ai dit quelque chose là-dessus il y a quelques jours, quelles sont vos idées quelles sont les grandes questions? Comment peut-on s'assurer
que les faiblesses, les lacunes de l'étude Santa Clara ou d'autres études, qui sont des choses, il faut éviter que ces lacunes ne soient pas réinventées ici à mesure que ce groupe de travail passera à l'action. Alors voilà où j'en suis au niveau du diagnostic. Merci encore, Cara, de m'avoir invité à cette réunion. Merci, Kimberly, de votre aide. Merci à tous ceux qui contribuent à ces canaux. Et j'espère qu'on aura maintenant le temps pour quelques questions. J'imagine que les gens vont poser leurs questions par écrit. Et vous me les transmettrez ou est-ce que je dois ouvrir la boîte du clavardage moi-même? Non, je m'en occupe. Alors, si vous voulez poser vos questions par écrit, tapez-les dans la boîte de clavardage. Je les lirai à haute voix. Vous pouvez aussi lever la main et commencer à parler vous-même si vous le préférez. Alors, à vous la parole pour les questions. Allez-y. Je vois des questions sur Zoom. La dernière scène sur Zoom, oui, j'avais trouvé ça en fait assez noir et non pas drôle quand je l'ai vu. Les gens disent, je pense que je vais tomber dans le lac qui est derrière moi, je suis désolée. C'est en fait la mer Méditerranée que vous voyez derrière moi. L'eau est très chaude et était très douce, mais je suis désolée de paraître devant cette mer. Si ça vous rend malade, je suis désolée. Marcel, est-ce que vous m'entendez? Oui, je suis Dr. Angeli de l'Université d'Ottawa. Je crois vous avoir déjà vu. Nous avons fait du travail avec Gonzalo Alvarez sur les réseaux sociaux et la tuberculose. Et ça m'est arrivé récemment. Je reviens d'une visite à Penn State. J'étais professeur invité et j'ai vu le même genre de choses. Je pense que les chercheurs s'inquiètent que si je mets mes idées ici, que quelqu'un pourrait les voler et les approprier. Parce que nous avons de très bonnes idées. Nous sommes allés voir le doyen, il n'a pas de problème. Nous avons obtenu un laboratoire et tout d'un coup, tout s'est arrêté. Alors, je n'accuse personne de quoi que ce soit, mais c'était mon expérience. Et tout le monde a dit que c'était ces énormes groupes d'études, on n'a pas espoir de se faire reconnaître, là, il faut abandonner. Oui, merci, je suis d'accord avec vous. Je pense que dans certains contextes, si vous êtes dans la mêlée, vous n'allez pas partager de vos idées avec tout le monde, mais si vous n'avez pas la capacité, le mieux que vous puissiez faire, c'est de dire, voilà, j'ai une idée, si quelqu'un veut la prendre en charge, allez-y. Alors j'espère que les gens vont dire, ne serait-il pas extraordinaire de faire telle ou telle chose? Je ne peux pas le faire, mais je peux la partager avec vous. Mais je pense qu'en ce moment, nous sommes encore tous en train d'essayer de voir qui participe à quelle équipe. Et le séquencement basé sur, et l'interprète n'a pas entendu le reste de la question. On peut passer au séquencement, on peut faire 8 carreaux et avoir 32 000 paires de bases ou le mettre dans un séquenceur. C'est pas clair que ça va être c'est vrai ce qu'on va faire, mais si vous voulez que votre laboratoire passe de 1000 par jour à 10 000 par jour, je ne sais pas pourquoi vous feriez le séquencement de 10 000 par jour. Et là, vous direz, je peux le faire pour le typage. Et si vous le faites parce que vous faites l'épidémiologie génomique, je peux vous demander quelle est votre question de génome épidémiologique. Alors oui, on peut tout séquencer, on peut tout typer, mais je pense que la principale question qu'il faut se poser, c'est quelle est l'information que je cherche aujourd'hui. Et si vous êtes devant un hôpital à essayer de faire le triage des gens pour voir s'ils peuvent entrer ou non, vous n'avez pas besoin de séquencement. Si vous voulez déterminer pourquoi il y a eu une éclosion dans un foyer de personnes âgées, là, le séquencement est important. Le séquencement peut être de plus en plus important pour permettre de contenir l'infection et à essayer de rouvrir la société. Et là, il y aurait lieu de trouver la source pour toutes les nouvelles éclosions. Au Québec, on n'a pas encore ce luxe, quand je ne pense pas qu'on ait encore réussi à contenir la première partie. Le Dr. Shepard demande, que pensez-vous qu'on devrait faire pour déterminer les caractéristiques de performance des essais commerciaux d'anticorps? Bon, l'idée, c'est que les caractéristiques portent sur la spécificité. Alors, c'est les personnes qui sont positives, PRC positives et qui ont survécu et qui sont prêtes à donner du sang. Mais la grande question, c'est aussi, devrait-on utiliser les personnes qui ont été positives RT-PCR et qui n'ont pas été diagnostiquées? La plupart des gens prennent du sérum de personnes dont on sait qu'ils étaient positifs récemment.
et que c'est quelque chose de plausible qu'elles avaient, parce qu'on ne peut pas tester les personnes avec des faux positifs. Je pense que la spécificité est mieux défendue en regardant les grandes banques de données avant l'existence de la COVID. Ça dépend de ce que vous voulez savoir. Si vous prenez des gens qui travaillent à Toronto en l'an 2003, qui avaient eu le SRAS, et il y a des gens au Canada, des médecins qui ont eu le SRAS ou des infirmières qui ont eu le SRAS, on peut tester la spécificité de nouveaux tests anticorps contre les gens qui ont survécu au SRAS en 2003. Mais est-ce qu'on a besoin de le faire? Est-ce que c'est un problème important? Est-ce qu'on a peur de la différentes réactivités entre le SRAS-CoV-2 et le SRAS de 2003? Il veut préciser qu'il parlait de la protection immunitaire. Ah, ben là, il y a une différence entre les tests de anticorps aujourd'hui qui vous disent que vous avez été infecté et d'autres qui disent que vous avez immunité et vous êtes protégé. Parce qu'on ne sait pas encore. Il se peut que les tests des anticorps sont aussi associés à ceux qui nous protègent et dont notre cellule T nous protège. Donc, on a besoin de mieux comprendre le système pour savoir si ça peut se faire. Alors, le travail peut se faire au laboratoire, c'est-à-dire est-ce que les anticorps de mon sérum, si je les mets dans une culture de cellules, permettent de neutraliser le virus dans la culture. Donc, il faut absolument faire ce travail. Merci. Quel test que vous recommandez qu'on utilise dans le monde? Ben, le test qu'on utilise dépend de la question qu'on pose. Très bien. Le Dr. Ezer, réseaux sociaux et les publications à multiples auteurs. Alors, le CHR a besoin d'appuyer les articles écrits par plusieurs. Alors, le temps d'une réponse immunitaire, est-ce qu'est-ce qu'on donne comme délai? Ben, j'espère qu'un sérologiste viral aura la réponse ou quelqu'un va lui répondre. Moi, je suis là pour modérer et poser des questions, mais je ne suis pas vraiment là pour répondre aux questions. Je suis tout à fait désolée, c'est ce que j'ai dit au départ. Voilà. Ben voilà, justement, c'est la promotion de la science ouverte et de la discussion. Quelqu'un pose la question. Les régions rurales au Canada ont des craintes par rapport à la transmission entre êtres humains et les animaux sauvages. Est-ce que c'est légitime et est-ce qu'on fait de la recherche pour mieux comprendre cette transmission? Je ne sais pas si on fait de la recherche là-dessus. Et c'est une question intéressante. Si j'ai bien compris, le SRAS-CoV-2 et le domaine connecteur on essaie de faire une évaluation entre les différentes espèces. Donc, côté biologie structurelle, à quelles espèces est-ce que ce virus pourrait s'attacher? Et il y en a plusieurs. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont s'attacher à nos animaux sauvages? Écoutez, j'en sais rien. Pendant notre isolement, c'est clair que ça ne va pas se passer, mais tout à fait, cet été, ça pourrait s'éparpiller un petit peu plus. Une des premières craintes, c'est que lorsqu'on a une épidémie de SRAS-CoV-2, les gens ne devraient pas aller visiter des caves pour ne pas transmettre cela aux chauves-souris. Alors, est-ce que c'est un risque réel ou théorique? On n'en sait rien. Mais peut-être quelqu'un d'autre en ligne en sait un petit peu plus. Je sais que l'ACA travaille là-dessus. Sarah, est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce que tu sais ce que fait l'ACA là-dessus? Tout ce que ça fait partie de la recherche qu'on fait dans les labos. C'est la transmission entre personnes et animales. Et on essaie de faire un suivi, mais on n'en sait rien pour l'instant. Très bien. Je ne sais même pas comment faire ces études dans le laboratoire. Pour ce qui est de la tuberculose dans les années 50 et 40, les gens qui avaient la tuberculose venaient à l'hôpital. L'air a été, on a enlevé cet air, on l'a partagé avec des hamsters et on a pu prouver que la maladie pouvait se transmettre aux cochons d'Inde. Mais je ne sais pas du tout si ça pourrait être transmis à des chauves-souris au Canada, dans des caves. Alors, je dirais, Léo Chao dit, est-ce qu'on
Est-ce que des tests axés sur les antigènes pourraient être utilisés plus souvent que des tests PCR lorsque ça deviendra disponible? Écoutez, Léo, c'est possible. Si j'ai compris des micro-laboratoires cliniques, c'est que beaucoup de travail dans le passé sur les maladies respiratoires utilisaient des antigènes et on utilisait la fluorescence avant le PCR parce qu'en général, le PCR est plus sensible que les antigènes. Mais donc, il faut donc prouver que les tests antigènes sont meilleurs comparés au PCR avant qu'on puisse s'en servir. Et je ne sais pas si des preuves pour le montrer. Donc, si le PCR peut détecter entre 10 et 1000 virus, est-ce qu'on sait si les tests antigènes peuvent détecter plus que ça? Il ne reste que quelques minutes. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si on va avoir toutes les questions, mais Michael a dit que plusieurs provinces sont en train d'ouvrir leurs portes. Est-ce que c'est prématuré? Hier, quelqu'un a dit au gouvernement du Québec en a parlé, mon animeur en a parlé hier, et il semblerait qu'en Chine, ils ont montré que les gens qui ont une réponse IDG peuvent être détectés un mois après la maladie. Mais pour certains, on a pu avoir un résultat 7 à 14 jours après la maladie. Le US Fish and Wildlife aux États-Unis est en train de faire des tests sur des chauves-souris bruns aux États-Unis. Et est-ce que c'est facile de comprendre? Donc moi, la réinfection avec la tuberculose. Ah, parce que moi, j'ai dit que si vous aviez la tuberculose et si vous êtes guéri, mais vous rentrez dans votre collectivité et puis vous êtes réinfecté, vous avez plus de chances d'être réinfecté. Mais en fait, soit c'est parce que vous rentrez dans votre collectivité et vous avez déjà beaucoup de tuberculose et c'est pour ça que vous avez plus de chances d'être réinfecté, ou B, vous avez une certaine sensibilité à la tuberculose et c'est génétique, ou c'est votre ADN. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est simplement une observation, si vous voulez, que des gens qui ont survécu à la tuberculose et au traitement ne sont pas protégés dans l'Afrique du Sud comparé aux autres. Très bien. Selon l'Université de Washington, on voit que le SRAS-CoV-2 est rapide. Merci beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si le IgM, qui est très rapide, est utile parce que beaucoup de tests axés sur l'IgM étaient beaucoup moins parfaits que prévu dans le passé. Pas très spécifique. Mais c'est tout. Est-ce que c'est quand même utile? Et peut-être il faut faire plus de recherches là-dessus. Ou peut-être on connaît déjà la réponse à cela. Écoutez, c'était une discussion absolument fantastique. Écoutez, je vous conseille tous à vous rendre sur le site web du CanCovid. Marcel gère les canaux sur la détection des virus. Branchez-vous sur Slack. Merci beaucoup tous pour votre présence et bon après-midi. Merci tout le monde.